Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Alors pour ce dernier jour de la semaine, je vous propose de parler de pétanque dans notre rubrique C'est Sport. Donc grâce à Jamie Waimo, nous irons à la rencontre d'un champion. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, aujourd'hui je vous propose de parler d'un massage. On a parlé déjà du massage ayurvédique, du massage bien de chez nous, de nos mamans. Ensuite, aujourd'hui, on vous propose de parler du massage à la bougie, détail de notre rubrique santé. Ensuite, pour notre rubrique Demandez le programme, je vous propose d'aller à la rencontre d'un groupe de musique Fuego Ritano, détail avec Chloé et Yentao. Pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Danielle Brault. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et donc, vous êtes la présidente de Ambolo. On est là aujourd'hui pour parler des 20 ans. 20 ans, donc une majorité. Et donc, 3 fois, cet organisme a changé de nom. Donc, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Ambolo ? Alors, Aboro, alors sans l'accent malheureusement, signifiant Paichi, l'homme, et par extension donc l'être humain. J'espère que je ne me trompe pas, vous me reprendrez si c'était une erreur. Et donc effectivement, on a adopté le nom d'Aboro parce que on souhaitait s'inscrire davantage en Calédonie et puis que ça reflète davantage la proximité, également le travail qu'on a accompli en 20 ans. D'accord. Alors depuis 1995 existe Ambolo, mais vous avez changé quand même 3 fois le nom. D'abord Eco, Adeco et ensuite Ambolo. Pourquoi avoir changé le nom ? Alors, les 2 premières fois, ce n'était pas de notre fait. La première fois, donc, effectivement, nous, lorsque nous sommes installés sur le territoire, ça s'appelait ECO, parce que ECO, c'était le numéro 1 français du travail temporaire, une très, très grosse enseigne qui était très connue et très respectée en France et qui s'étendait. Donc, pour la petite histoire, ECO, ça voulait dire voilà en espagnol. Et ensuite, donc, cette société qui s'appelait ECO a fusionné avec un autre groupe qui s'appelait ADIA et c'est devenu donc ensuite ADECO, c'est-à-dire le numéro 1 mondial des ressources, des solutions en ressources humaines. D'accord. Et aujourd'hui donc, on s'est un petit peu éloigné de cette mondialisation pour se réintroduire, ou en tout cas être plus proche de la réalité du terrain et plus proche de la Calédonie. Et c'est pour ça que c'est devenu Aboro. Et on se reconnaît mieux dans ce nom ? Alors, moi, c'est effectivement, moi, c'est un nom que je trouve formidable par rapport à l'activité qu'on a. Et ça symbolise bien tout le travail accompli et le rapport à la relation humaine, l'être humain. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les débuts, quand ça s'appelait ECO ? Est-ce que c'était difficile à l'époque ? Est-ce que la population, donc les Calédoniens, avaient le réflexe de venir vous voir pour dire « je veux du travail », comment faire pour trouver du travail ? Alors, au départ, effectivement, lorsqu'il y a eu ECO, non, moi, je ne me doutais absolument pas, si vous voulez, que ça pourrait avoir un intérêt. Enfin, j'y croyais, bien entendu, mais je ne pensais pas que ça aurait le développement que ça a aujourd'hui. Clairement, personne ne savait ce que c'était et personne ne pouvait imaginer qu'on puisse trouver du travail à travers des boîtes de recrutement. Les entreprises ne faisaient pas forcément appel à nous puisque, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et ce qui m'avait le plus marqué, c'est que quand on cherchait du travail avant, il y avait les cousins, on disait aux cousins et au fait, voilà, que le bouche à oreille. Et donc, on a eu à faire face à des situations tout à fait cocasses de ce fait, puisque personne n'avait idée de ce que ça pouvait valoir. Vous avez dû jouer sur le coup de la publicité, aller vers les entreprises. Alors voilà, on a beaucoup travaillé en allant expliquer aux entreprises en quoi se consistait notre métier. On a beaucoup expliqué également aux candidats, aux salariés, aux gens qui recherchaient du travail, ce qu'on pouvait leur apporter. Et puis les choses se sont faites petit à petit. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est devenu quand même un réflexe. Et puis on est tout à fait content de pouvoir participer comme ça à l'économie, au dynamisme du pays. Alors l'organisme a été justement marqué par des grands événements.
On connaît la construction du centre culturel Jean-Marie Tjibaou, les deux usines, l'usine du Sud et l'usine du Nord. Donc ça a permis justement à l'organisme d'évoluer également. Et aujourd'hui, on a aussi le Medipôle de Koutio. Tout à fait. Alors nous, on était au tout début, puisque effectivement, quand on s'est installé, il y avait une rigueur administrative liée donc à toutes les techniques de la paye, etc. Oui. Il y a eu un gros travail de fond qui a été mené avec la direction du travail également pour faire valoir la qualité de notre métier et puis également faire reconnaître auprès, comme vous le dites, des employeurs du territoire notre intérêt. Alors l'intérêt, si vous voulez, de ce métier et de cette activité a été multiplié avec ces gros chantiers, puisque bon, c'était souvent des sociétés de l'extérieur qui venaient, qui connaissaient déjà le principe et qui connaissaient notre professionnalisme, notre rigueur de par le nom et par les outils qu'on avait, puisqu'on était un groupe international. Et ça a permis petit à petit, si vous voulez, de conquérir comme ça l'ensemble des acteurs du marché. Alors concrètement, comment se passait le suivi des chercheurs d'emploi? C'était rigoureux, à l'époque, c'était comment? Au tout début, c'était vraiment très marrant, parce que bon, faut quand même se remettre 20 ans en arrière. Pas de téléphone, pas de mobilis. C'est vrai. Voilà. L'informatique, bon, ça existait, Internet, même pas en rêve. Ouais. Et puis bon, alors ce qui se passait souvent, c'est que on passait effectivement l'information de bouche à oreille. Alors on avait les téléphones, on appelait la tribu, par exemple, et puis bon, on tombait sur le cousin qui passait, etc., le message. Donc là, ça a été une époque assez compliquée et difficile. On était H24 sur le terrain. Et aujourd'hui, les moyens? Aujourd'hui, écoutez, les moyens ont quand même nettement évolué. Quand on envoie des messages, on peut par SMS contacter 15 personnes, 30 personnes, 60 personnes en leur disant il y a tel job, est-ce que ça vous intéresse? On a Facebook où on annonce les postes. Donc tout va très très vite aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment ça se passe dans les CDD, les CDI? Est-ce qu'il y a des évolutions? Alors, sur la réglementation, oui, les choses ont beaucoup évolué. La direction du travail n'était peut-être pas aussi regardante à l'époque. Aujourd'hui, l'employé a des droits, il a des devoirs, l'employeur aussi, et on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus professionnalisé, beaucoup plus strict. Et puis il y a aussi des demandes en termes de sécurité et un regard là-dessus qu'il n'y avait pas avant, puisqu'il n'y avait pas cette conscience du risque qu'on a aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va marquer justement les 20 ans de Hambolo? Est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier qui va marquer cet organisme? Alors, on va, bien entendu, on en parle, puisque vous m'avez invité à ce sujet-là, et j'espère que ça va faire boule de neige. On a tout au long de cette année prévu différents événements, soit des événements qui sont, ou des opérations qui sont tournées vers les salariés, ou d'autres opérations qui sont tournées vers les entreprises, et donc ça va ponctuer comme ça tout au long de l'année notre activité. On va essayer d'organiser des jeux concours par l'intermédiaire de notre site internet aussi, essayer de recruter encore plus large, essayer de aussi toucher les jeunes qui sont hors du pays et qui souhaitent revenir. Donc pour qu'on anticipe leur retour après leurs études. Voilà, donc il y a des tas d'actions, si vous voulez, qui sont menées et qui ont été menées depuis des années, mais qui vont être réactivées encore cette année. Et vous n'êtes pas présent que à Nouméa? Ah non, on n'est pas présent qu'à Nouméa. Bien entendu, au travers du réseau ADECO, puisqu'on reste partenaire, si vous voulez, de ce groupe, et je crois que c'est une chance formidable pour notre entreprise et pour le pays. Donc, il y a des relais un petit peu partout, d'ailleurs dans le monde, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Il y a des ADECO partout. Ce qui fait qu'on peut, lorsqu'on sait qu'une personne va, par exemple, partir étudier en France et qu'elle a été intérimaire chez nous, on peut la recommander aux agences ADECO qui sont en France, dans la région où la personne va travailler. Et à partir du moment où elle a travaillé chez nous, c'est vraiment pour l'ensemble du réseau une référence. Alors, en termes de chiffres, on peut parler des fréquentations avant de terminer? C'est-à-dire combien de personnes combien de personnes à peu près qui vous fréquentent par 20 ans, mais les dernières années, on va dire? Alors, si vous voulez, sur une année, par exemple, on va travailler avec 800 entreprises. On va faire travailler presque tous les ans environ 2000 personnes différentes. Donc ça vous donne... Alors après, je ne peux pas parler du nombre d'inscrits, parce qu'il y a 10 fois plus d'inscrits qui viennent chez nous, et puis malheureusement ou heureusement,
tout le monde n'est pas disponible quand on les appelle, ou encore, on n'a pas toujours les postes pour tout le monde. On ne va pas non plus dire qu'on est les meilleurs des meilleurs, mais je pense qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Alors, pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez un message à passer aujourd'hui aux Calédoniens? Alors, aux Calédoniens, effectivement, je souhaite leur dire bienvenue dans le monde d'Aboro, de l'homme, de l'être humain. C'est vrai que c'est souvent un message de partage, un message de persévérance et comme je le disais, un message d'ambition et de passion, parce qu'on ne peut rien faire si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Voilà, c'est sur ce message que se finit cet entretien. Donc, Daniel, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Anna, dernier jour de la semaine, tu viens nous présenter l'agenda, donc les rendez-vous de la semaine. Alors on va commencer à parler d'un concours de jardin. Alors ça se passe à Koumak, donc puisque la commune de Koumak elle organise justement un concours de jardin et donc ça va commencer du 1er avril et ça va aller jusqu'au 1er octobre. D'accord. Pourquoi en parler dès maintenant? Eh bien parce qu'il faut s'inscrire, donc les inscriptions c'est jusqu'au 31 mars. Okay. Et alors voilà. Il faut aller vous inscrire si vous voulez jardiner, participer au concours. Et puis donc il y a un numéro où vous pouvez donc vous renseigner, le 42 78 71, voilà, pour avoir plus d'infos sur ce concours. Et puis il faut savoir qu'il y a quand même une petite somme à verser pour l'inscription qui est fixée à 1000 francs. D'accord. Et puis donc voilà, le concours va durer pendant 6 mois. Et pendant cette période, eh bien, il y aura un jury qui va passer donc une fois par mois chez les participants, voilà, pour noter petit à petit l'évolution du jardin. Puis voilà, ensuite on verra qui va gagner. Quoi. Et en plus, en participant, justement, on fait un effort pour avoir un beau jardin, donc ça vaut le coup. Et puis en plus, c'est un peu, on va dire que c'est avec un peu de choses qu'on peut finalement gagner ce prix, si on a la main verte. On va dire voilà, puisque voilà, il y aura des récompenses. Donc, faire un effort, on embellit en même temps le village, sa maison, et en même temps, on peut gagner des prix. Donc, c'est intéressant. On va parler maintenant du programme du centre culturel de Pomemi. Donc, on va du côté de Koné maintenant. Tout ça pour le mois de mars. Alors, durant le mois de mars, eh bien, ils ont choisi de mettre la femme à l'honneur. Alors, il y a un rendez-vous qui est donné donc, le samedi 28 mars de 13h à 17h. Avec, il y aura un plateau musical qui est appelé Mata Neni Bat, et ça signifie le chant des femmes. Alors sur ce plateau, eh bien, de 17h à minuit, il y aura des groupes qui vont se succéder sur scène. On va citer par exemple le Kalagala, il y aura Soumaele, il y aura Naïrouche, voilà, et puis plein d'autres groupes bien connus. Et l'entrée, elle est libre, donc voilà. Rendez-vous du côté du centre culturel à Koné. Un contact pour des renseignements, Anna? Alors, si vous voulez avoir plus d'infos sur cette journée, vous pouvez contacter le 47 11 06. Voilà, pour du côté de Koné, du centre culturel Pomemi. On reste à Koné, on va parler de la médiathèque Ouest. Alors, la médiathèque de l'Ouest qui... de l'Ouest, pardon. De l'Ouest, pardon. On n'est pas à côté, on va à la côte Ouest. Donc, la médiathèque de l'Ouest qui organise donc la semaine de la francophonie. Alors là, c'est pour les tout-petits. Et dans ce cadre, eh bien, il y aura une dictée solidaire qui est organisée. Et tout ça pour récolter des fonds en faveur de la Croix-Rouge. Voilà. Et donc, la dictée, eh bien, elle est ouverte à tous. Et ça se passera le samedi 21 mars à 10h, donc dans la salle d'animation de la médiathèque. Et puis si on veut participer à la journée solidaire sans forcément faire la dictée, et alors là, c'est possible, puisqu'il y aura une récolte de fonds justement qui aura lieu toujours le même jour à la médiathèque de 8h à midi. Alors si ça vous intéresse, vous voulez avoir des infos sur le sujet, vous pouvez appeler la médiathèque au 47 20 65. Voilà, et en fait, Anna, puisqu'on parle de la médiathèque, dis-nous quand est-ce que commencent les dessertes dans les écoles? Alors, les dessertes, eh bien, tu fais bien de poser la question, Élise, puisque la première desserte, eh bien, elle aura lieu justement très prochainement. Ça sera du 23 au 27 mars. Donc, la médiathèque qui va déposer des livres et va aussi proposer des lectures dans les écoles de Koné, Poimbout, Poya et Kalagomène aussi. Alors je suis sûre que voilà, nos petits amis du Nord, les enfants ont hâte de voir la voiture de la médiathèque, là ils doivent surveiller donc, pour pouvoir pouvoir lire les livres. Et on continue avec une information, les fameuses coupures de courant. Alors coupure de courant là, qui intéresse en particulier la commune de Vaud,
puisque ça va être précisément sur la route de Tieta, à partir de pas de doigt de chez Percha et la tribu de Tieta le mercredi 18 mars de 8h à 8h30. Et bon, c'est pas très long en fait. Et tout ça pour l'entretien du réseau haute tension. D'accord, et nous allons maintenant nous diriger vers le sud avec le vide-grenier du côté de Païta. Alors à Païta, voilà, il y aura un vide-grenier qui sera organisé par le comité des fêtes et la ville de Païta. Donc ça va être sur la place du village à Païta, donc le 14 mars de 7h30 à 13h. Pour s'inscrire à ce vide-grenier, eh bien, il faut appeler le 79 30 53 ou alors le 73 14 13. Et il y a une participation qui est demandée, qui est fixée quand même à 1000 francs. Voilà pour le vide-grenier à Païta. D'accord, et on reste à Païta pour la prochaine information. Alors, toujours du côté de Païta, eh bien là, on va parler sport cette fois-ci avec l'AC Païta qui organise samedi 14 mars aussi une course donc, de 10 km. Et il y a aussi le 5 km. Et tout ça, c'est le trophée Ben Hassine. Donc, ça se passe au stade municipal de Païta. Et le départ, il est fixé à 16h. Alors, comment ça se passe pour les inscriptions, pour ceux qui souhaitent participer? Alors, si vous êtes sportif, vous avez envie de vous défouler, vous voulez aller courir, eh bien, pour les inscriptions, c'est aujourd'hui le dernier jour. Alors, allez vite du côté de Païta. Et vous avez jusqu'à 13h pour vous inscrire. Alors, pour la course du 10 km, l'inscription, elle est fixée à 2000 francs. Et pour la course du 5 km, là, il faut s'acquitter de 1500 francs. Et ensuite, pour la marche de 5 km, alors là, c'est fixé à 1000 francs. Et puis, pour le 1000 mètres sur piste, là, par contre, c'est gratuit. Et pour toute information, donc si ça vous intéresse, vous voulez vous informer un peu plus, vous pouvez appeler le 93 66 43 ou alors le faire par mail, c'est possible, à nord@hotmail.fr. Et puis, ils ont aussi un compte Facebook, voilà, qui s'intitule 10 km Trophée Ben Hassine. Merci. Voilà, pour les infos concernant le sport du côté de Païta. Merci Anna, et puis on te retrouve tout à l'heure pour la rubrique On s'occupe de vous. À tout à l'heure. Quant à nous, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est sport. Bonjour Jamie, on parle de pétanque aujourd'hui, donc une discipline qui séduit de plus en plus et, donc, et qui est en passe de changer de statut. Voilà, donc, bonjour Élise. Bonjour Élise quand même. Et puis bonjour à tous. Je vais tout vous dire donc, sur la pétanque, longtemps considérée comme un loisir plutôt rural et réservé au troisième âge. La pétanque séduit aujourd'hui de plus en plus de jeunes actifs et puis envahit les grandes villes du pays, les îles, le nord. Aujourd'hui, la pétanque en Nouvelle-Calédonie est passée de sport détente à sport de compétition, une discipline séduisante donc, qui connaît une constante évolution durant ces dernières années. Dernière performance en date, c'est la surprise durant la Calédonienne de pétanque. Donc, c'était un peu le grand rendez-vous des joueurs, des pratiquants ici en Nouvelle-Calédonie, un peu le grand tournoi. Et puis, durant ce tournoi, Fabrice Torop et Michou Pauro s'étaient imposés dans l'épreuve de doublette au nez et à la barbe de 114 équipes engagées. Et puis, notamment face à Dylan Rocher. Dylan Rocher, c'est quand même le prodige de la pétanque française. Il était venu, c'était lui qui a parrainé un peu la Calédonienne de pétanque. Et puis, deux Calédoniens ont réussi à le battre. C'est tout de même une grande performance. Alors, comment expliquer l'augmentation du niveau de jeu? Jouer, jouer et encore jouer. Comme le disait Alcide Leroy, Élise, le premier Calédonien à avoir participé à une Coupe du Monde, c'est la répétition des mouvements qui a permis aux Calédoniens de vite progresser. En match, en compétition et même à la maison, chaque instant contribue énormément à la progression. La répétition des gestes, c'est important pour avoir une bonne concentration. Donc jouer, jouer et encore jouer, c'est pour ça au fait que les Calédoniens entre guillemets, en progresser. Alors, la concentration, tu en parles, c'est important pour un compétiteur justement, et notamment plus pour les joueurs de pétanque. Pour la pétanque, voilà, pour améliorer ses performances, il faut éviter de rater les coups faciles. C'est ce qui fait un grand champion. Un grand champion ne rate pas les tirs et placements faciles sur un tir évident et facile à jouer. Un match peut être gagné ou peut être perdu. Donc voilà, là c'est la concentration, tout remettre au centre, l'action à réaliser. Je tire ou je pointe, l'attention est mobilisée, d'où l'importance encore une fois de répéter l'action de tirer ou de pointer à l'entraînement. Mais c'est vrai que la concentration joue un rôle important dans la performance, surtout pour un joueur de pétanque, mais également aussi un joueur de billard, parce que ce sont des parties qui peuvent se faire je veux dire,
avec un temps de jeu assez important. C'est vrai qu'au football aussi, on fait 90 minutes, mais bon, je veux dire, tu as toujours des temps forts et des temps faibles au football avec des sorties. Mais bon, c'est vrai qu'on demande toujours de rester concentré. Mais à la pétanque, vous êtes deux contre deux. Voilà, il faut rester concentré et puis ne pas se laisser distraire par le public, ne pas se laisser distraire par, je sais pas, un petit caillou dans ta chaussure qui pourra t'empêcher de tirer. Enfin, vraiment, tous les petits détails minutieux sont très, très importants pour réaliser un geste. Les gestes les plus faciles, souvent, on croit qu'ils sont faciles à réaliser, mais c'est là que voilà, si on manque de concentration, on rate ce geste-là et puis on peut perdre le match, tout simplement. Voilà, tout est mis en œuvre pour que la discipline, justement, évolue. C'est le cas, encore une fois, de la Calédonienne de pétanque. Voilà, Elise, depuis 3 ans maintenant, cette compétition fait venir des grands champions internationaux. Cette année, 4 grandes pointures ont fait honneur de leur présence. Le champion du monde, Claudie Webel, c'est un Belge. Damien Hureau, l'un des meilleurs tireurs du monde. Et puis Stéphane Robineau, champion de France. Et enfin, Dylan Rocher, le parrain, la perle française de la pétanque, qui a constaté sur le coup que la belle progression, il a constaté la belle progression du niveau local. Alors, dans le reportage qui va suivre, Jamie, on parle à la rencontre d'un champion. Voilà, c'est le champion calédonien Élise et il évolue dans le club de Koumad. Il s'appelle Alcide Leroy, premier calédonien à avoir participé à une Coupe du Monde. Il s'était rendu dans la ville de Nice, en métropole, pour rivaliser avec les meilleurs du monde. Le pensionnaire et président du club de Koumak s'était incliné en demi-finale du tournoi secondaire. C'est une belle motivation pour les boulistes du Caillou. Et puis je vous propose de retrouver Alcide Leroy à Koumak, même si la qualification en Coupe du Monde reste une belle performance, et je dirais une performance honorable. Son quotidien à Alcide n'a pas changé. Je vous propose tout de suite une rencontre avec Alcide sur Koumak. Je vais essayer de tirer les noirs sans toucher aux blanches. Bon. Non, c'est pas un sport de vieux. C'est un sport de haut niveau et c'est un sport qui demande quand même une condition physique. C'est la caméra. Ben ça, c'est cette photo-là, tu vois. Ils ont pris ça le deuxième jour de la compète. Et le seul problème qu'il y a eu là-bas, voilà, c'est ils ont égaré mes médicaments. Et le problème, c'est que j'ai fait une poussée de tension sur le terrain et j'ai pas pu jouer à mon niveau, quoi. Et c'est le seul regret que j'ai, mais c'est une expérience à vivre. Hein. T'es prêt à la refaire? Oui. Sur le coup, non, je ne voulais plus. Et puis après, le journaliste, il m'a dit ben, tu me donneras une réponse tout à l'heure. Et puis, à la fin de la compète, bon, j'ai terminé 3e. Et je me suis dit, bon, ben, je vais rattaquer l'année prochaine pour participer, quoi. La coupe des Confédérations, là, je joue la 3e place, là. Enfin, la demi-finale. J'ai beaucoup de choses à raconter, même aux collègues d'autres clubs, d'autres villages. Comme je suis président du comité aussi, j'essaye de promouvoir la pétanque, d'essayer d'améliorer les choses. Je leur dis qu'il faut s'entraîner sérieusement pour pouvoir réussir. Moi, je m'entraîne je m'entraîne assez régulièrement. Et après, le problème, ça vient de la santé, quand je n'ai pas une très bonne santé. Mais j'adore la pétanque et le mental, ça fait tout, quoi. J'ai un mental très fort. Et bon, après, vous savez que la santé, comme là récemment au championnat du monde, j'ai fait une poussée de tension parce que je n'avais pas mon traitement. À Amsterdam, on nous a fouillé de la tête aux pieds, ils m'ont perdu mes cachets. Mais voilà, c'est des choses à vivre. Moi, j'ai vécu ça, c'est une première. Déjà, le championnat du monde officiel, c'est une première là, en 2015. Et moi, j'ai pu avoir la chance de participer à ça. Et voilà, j'ai eu la chance de partir pour la première compète, le championnat du monde. Et ce que je fais, moi, je vais pousser les gars là, pour qu'ils s'entraînent sérieusement, pour pouvoir participer à ce championnat du monde. Ça, c'est intéressant.
Personnellement, on est encore un peu dans le domaine loisir, mais il y a pas mal de gens qui ont compris qu'il faut changer de mentalité, changer de façon d'être. Et il y en a pas mal qui prennent la compétition au sérieux. Nicole, viens, tu vas donner toi. Allez les poules. Allez. Ka. Viens. Voilà, c'est mon quotidien, c'est mon... Tous les jours je fais ça. Tous les jours. Bon là il est un peu tôt, mais d'habitude il y a beaucoup plus de cochons en liberté. Là on n'en voit que 2, mais d'habitude il y en a 6, 7. En tout j'ai une 50aine. Victor, tu donnes le maïs s'il te plaît? Entre ça, entre la pétanque, venir s'occuper des cochons tous les jours, de l'entretien de la route déjà, et de la propriété, ça fait beaucoup de... Et puis avec mon asthme, c'est pas évident quoi. Là j'ai coupé 2-3 cocos, je suis essoufflé. Et quand je suis pas bien, bon ben il y a des jours je peux rien faire, c'est ma femme qui fait tout quoi. Je vais passer par là, il y a trop de boue. Ka. Viens. Viens. La boue, la boue. Ben là, je vais remonter à la maison, on va se retrouver au boulodrome. Et puis, je vais aller entraîner un peu mon futur champion. Là. C'est pas la bonne. Allez vite. Voilà, la comparaison qu'on peut faire entre les joueurs de Calédonie et de la métropole, c'est que là-bas, ils ont des grandes compétitions tous les week-ends, ils ont les trophées des villes et tout. Ils ont des entraîneurs, ils ont des écoles de sport. Sur Nouméa, il y a 1 ou 2 écoles de sport, mais on n'a pas vraiment d'entraîneurs, d'encadrants de la pétanque, d'encadrants sportifs. Et je pense qu'à la longue, ça va arriver, mais seulement la motivation des jeunes, il faut la chercher. Hein. Parce que premièrement, quand on voit tous les présidents, c'est des personnes âgées déjà, la plupart. Et des jeunes joueurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu court. Allez, celle-là. Bien. Là, je sais qu'il y a une école qui a été ouverte en 2015 là, sur Boulari. Mais c'est bien parce qu'il y en avait une sur Rivière-Salée. Mais j'espère de tout cœur que les jeunes vont prendre ce sport en considération et ils vont faire leur possible pour arriver à un bon niveau. Tu iras la sauter. Derrière là-bas. Devant là. Ça, il faut mettre ça. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est la motivation déjà. Il n'y en a pas beaucoup. Et l'assiduité, il faut que les jeunes persistent. Parce que moi, j'ai vu au sein de notre club, on avait entraîné 3 jeunes. J'avais entraîné 3 jeunes avec les collègues. Ils ont été champions de Calédonie, vice-champions de Calédonie. Et l'année d'après, ils ont arrêté. Il y en a un qui faisait partie de la sélection pour aller en métropole. Et il n'a pas continué. Les parents n'ont pas suivi. Et puis, ce petit jeune-là, il n'a plus pratiqué la pétanque. Maintenant, il doit avoir une 20aine d'années. Mais c'est dommage parce que c'était un très bon élément.
Merci. J'essaye de faire comprendre aux joueurs, aux jeunes surtout, qu'il faut persévérer, il faut s'entraîner, il faut être sérieux, il faut boire de l'eau et pas de la bière sur le terrain. Voilà Alcide Leroy donc, qui signe la première participation de la Nouvelle-Calédonie en championnat du monde. Et juste pour la petite anecdote, durant cette compétition, eh bien, des Bulgares, des joueurs bulgares sont venus voir Alcide pour lui demander s'il ne voulait pas être le sélectionneur. Bah oui, voilà. C'est bien. C'est vrai, c'est une bonne chose. Donc du coup, c'est pour dire que la Calédonie, le niveau calédonien… On s'est fait remarquer. Voilà, on s'est fait remarquer, on arrive à taper dans l'œil. Et puis, ben, voilà, on a notre place aussi dans ces championnats du monde. Après, si Alcide, au niveau de sa performance, il n'a pas pu aller là où il voulait aller réellement, je dirais à la hauteur de son niveau, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, il était malade. Voilà. Pour des raisons de santé, ben, il n'avait pas bénéficié des conditions optimales pour pouvoir avoir la concentration, encore une fois, nécessaire pour participer à des championnats du monde, Élise. Donc voilà, il faut savoir aussi, ce qu'on peut dire, c'est que là, voilà, maintenant, la pétanque, c'est une discipline qui bouge. Là, maintenant, on peut participer à une Coupe du Monde. Et puis, ben, c'est une discipline qui a de belles perspectives intéressantes pour les jeunes joueurs qui arrivent derrière. Et puis, ben, pour ceux qui hésitent un peu à rentrer, à se lancer dans la pétanque version compétition, parce que là, la pétanque actuellement, c'est plus du loisir, mais la compétition, pourquoi les jeunes n'osent pas trop se lancer ou avoir une licence dans un club? C'est parce que tout simplement, la pétanque, elle ne propose pas de voyage à l'étranger, plus de rencontres internationales comme pourrait le proposer le volley, le football ou encore les autres disciplines qui ont l'habitude de voyager. Voilà, c'était juste la petite parenthèse concernant la discipline. Donc, elle a déjà fait sa rentrée le week-end d'avant avec la traditionnelle coupe d'ouverture. Trois coupes se sont déroulées au nord, au sud et aux îles. Chaque saison, différents championnats sont organisés par la plupart des clubs du pays. Des championnats qui sont qualificatifs pour les championnats de France, mais également pour la Coupe des Dom-Tom, notamment en triplette homme, tête-à-tête homme, doublette homme, dame et doublette mixte, Élise. Voilà, donc en 2013, Jamie, le président Jean-Christian Laurenti parlait d'une création d'une nouvelle compétition destinée aux jeunes. Alors le Challenge Réunion, je crois. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Alors pour des raisons de finances, ce challenge n'a pu se mettre en place et la suppression de la ligne directe Nouméa-Réunion n'a pas arrangé l'affaire. Donc ce Challenge Réunion, il s'inscrivait dans une politique de développement de la jeunesse, de la relève, assurer l'arrière-garde. La Ligue en a fait une de ses priorités. Donc 2015 verra la création d'une école de pétanque. L'ouverture est prévue en juin 2015, comme l'a dit Alcide Leroy dans le reportage. Donc l'école fera sa rentrée en juin 2015. Et puis voilà, il faut savoir que c'est la seule structure du genre dans le pays. Et l'objectif vraiment, c'est enseigner les règles de la pétanque, faire découvrir et proposer des initiations pour les novices et puis pour les confirmer. Alors concrètement, que va-t-il se passer dans cette école? Alors une dizaine d'éducateurs proposera des entraînements les samedis matins de 8h à 11h pour les licenciés mais également les non-licenciés. Et cette année, le projet de cette école sera de créer un pôle espoir avec des juniors afin de les encadrer durant la période transitoire dans la catégorie senior. Alors quelles sont les échéances pour 2015? La Coupe du Monde d'Élise, ici en Nouvelle-Calédonie, comme je le disais tout à l'heure, c'est une discipline qui bouge. Près de 15 pays sont attendus. Les 5 continents se sont donné rendez-vous à l'Arène du Sud de Païta en novembre prochain. Ce sera une compétition en salle. Peut-être qu'Alcide Leroy pourra s'illustrer à domicile. Comme on dit dans la pétanque, tout est permis. Comme le dit ce fameux dicton chez les boulistes, le champion d'un jour n'est pas toujours le champion de demain. Voilà, un beau spectacle à ne pas rater. Merci Jamie. Merci Élise et puis merci à tous. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Alors Anna, tu nous as rejoint pour ta rubrique santé. Donc nous avons pu voir avec toi plusieurs types de massages, du thaïlandais, de l'ayurvédique, donc en passant par le traditionnel massage kanak. Et aujourd'hui, tu nous parles donc du massage à la bougie. Je suis curieuse, qu'est-ce que c'est?
C'est bien ça, Élise. Je vais te renseigner tout de suite. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des massages se pratiquer donc, avec des matières comme l'huile ou même l'argile. Mais bon, avec la bougie, c'est une technique qui n'est pas très populaire, pas très connue. Et donc, une petite précision, hein, le massage à la bougie, c'est un massage donc, qui est fait pour la relaxation et entièrement du corps. Donc, on se relaxe entièrement. Et il y a des massages donc, thérapeutiques donc, qui sont faits pour soigner, pour soulager. Mais avec le massage à la bougie, c'est plus un massage de détente, de bien-être, vraiment pour se relaxer. Donc les bougies contiennent des huiles essentielles pour la peau. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a un dosage des huiles essentielles dans la composition de la bougie. Donc, ça donne une odeur qui est très agréable. Et puis, en même temps, ça traite la peau. Et alors, les bougies, eh bien, elles ont le même aspect. Mais cependant, la composition, elle n'est pas la même. Donc, il existe en fait 3 grandes familles de bougies, de cires de bougies plutôt. Des cires de quoi? Alors, tu as des cires à base de cire végétale, pardon. Là, c'est moi qui bafouille. Alors, je recommence, Élise. Alors, pour le massage, tu me poses la question. Oui. Alors, elles sont à base de cire végétale ou de cire d'abeille. Et puis, on y associe aussi des huiles végétales aussi ou des huiles essentielles. Voilà. Et tout ça, eh bien, pour former donc, un équilibre entre la chaleur et la douceur. En fait, il y a beaucoup de parfums qui sont proposés dans les cires de bougie. Il y a, par exemple, tu as des cires qui ont le goût de la lavande, il y a les fruits exotiques, il y a de la cannelle, il y a de la vanille, voilà. En fait, il y en a pour tous les goûts. Et puis tout ça, eh bien, une fois qu'on allume la mèche de la bougie, bien, il suffit voilà, de laisser l'odeur se dégager. Et puis voilà, on est tout de suite emporté voilà, dans un univers comme ça. Ça nous permet de nous évader, tout simplement. Et tu nous disais justement que le massage à la bougie est un massage de relaxation, mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte en fait? Quels sont les bienfaits qu'on en retire? Alors c'est vrai que c'est un massage donc, qui permet en premier lieu donc, de se relaxer, de se détendre, et il va agir sur tout le corps. Et ensuite, bon, qu'est-ce qui se passe pendant ce massage? Eh bien, les muscles et les articulations, eh bien, ça va leur permettre de retrouver leur souplesse. Et puis, ça va aussi éliminer les toxines qui sont à l'origine des dépressions, du stress, des signes de nervosité. Voilà un peu le rôle de ce massage. Et puis, il existe plusieurs types de massages de relaxation. En plus du massage à la bougie, il y a aussi le massage anticellulite, il y a le massage du sportif, il y a le massage de la femme enceinte. Alors pour la femme enceinte, eh bien, ça va permettre justement de soulager le corps, ça va détendre la future maman et puis ça va aussi aider à faciliter l'accouchement justement. Puis il y a aussi le massage qu'on appelle le massage derviche. Alors là, ça sert à améliorer le sommeil, ça va diminuer le stress, ça va aider à la digestion. Et puis il y a aussi le massage ayurvédique qu'on a déjà vu il n'y a pas très longtemps. Et donc là, ça va revitaliser le corps et tout ça par des manœuvres douces et régulières. D'accord. Et là, justement, tu nous proposes un petit massage. Et voilà, si tu veux bien, on va aller à la rencontre de Valérie, qu'on avait déjà rencontrée, pour un petit moment de relaxation. Si tu veux, on regarde le reportage. On va voir aujourd'hui le massage à la bougie ensemble. C'est un massage plutôt relaxant, cocooning, dû à la chaleur de la bougie. Ça n'est en aucun cas chaud, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Il va y avoir quelques contre-indications pour ce massage-là, comme pour tout type de massage. Ça va être les gros problèmes circulatoires dus à la chaleur de la bougie, les maladies évolutives et les femmes enceintes. Voilà. Donc pour le massage à la bougie, on va utiliser des bougies bien particulières à base d'huile essentielle. Après, c'est en fonction de chaque type de personne. On sait que les huiles essentielles on les utilise à but thérapeutique pour soigner. Donc là, en fait, c'est à peu près le même principe. Ce qui va changer, c'est effectivement les huiles essentielles qui composent la bougie. Chaque bougie est différente en fonction de chaque spécificité. Après, c'est la texture. On est sur des textures beaucoup plus épaisses, beaucoup plus nourrissantes qu'une huile essentielle en fait.
Donc ce soin convient très bien aux peaux très sèches. Ce qui va être à la fois nourrissant et relaxant. J'ai suivi une formation en fait en France durant mes 2 années d'études déjà, puis une formation complémentaire pour pouvoir justement apprendre à masser, puisqu'il existe différentes techniques au monde de massage, comme le massage thaïlandais ou autre. Et le massage à la bougie en fait partie. Donc on utilise une technique bien précise, des manœuvres très lentes, très profondes, qu'on adapte toujours en fonction du client au niveau de la pression. Et après, ça va être la chaleur de la bougie qui va faire son effet pour le côté relaxant. Donc en termes de temps pour ce type de massage-là, on préconise entre 50 minutes et une bonne heure, voilà, pour qu'on puisse vraiment travailler tout le corps en profondeur. En termes de fréquence, on demandera toujours, et cela pour n'importe quel type de massage, d'espacer d'environ 2 jours. Donc on conseille 2 massages par semaine à peu près, voilà. Donc j'ai beaucoup de gens à venir me voir justement pour ce type de massage-là, dû au fait qu'il soit vraiment très relaxant, très cocooning. Je travaille beaucoup avec la clientèle de Boindimier et celle de l'hôtel aussi, qui vient juste de passage. Donc voilà, j'arrive à attirer beaucoup de clients pour ce type de massage-là en tout cas. Voilà, en tout cas, ça donne envie de tester. Hein. Alors, tu nous disais justement, Anna, que ce massage est un massage pour la relaxation, je vais arriver. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler comment on appelle le massage pour soigner les personnes? Alors, le massage pour soigner, eh bien, ça s'appelle le massage thérapeutique. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, il a pour objectif de soigner les maladies qui peuvent toucher l'organisme. Ça permet aussi de soigner les surfaces cutanées, donc tout ce qui est sur la peau. Ça renforce aussi les articulations. Ça peut aussi soigner les troubles respiratoires et puis voilà, beaucoup d'autres troubles. Et puis une petite précision pour les produits de massage qu'on utilise, eh bien, on va surtout utiliser les huiles végétales pures, comme par exemple le tournesol ou encore l'amande douce. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les autres produits pour le massage? Eh bien, pour le massage, voilà, on parlait des huiles végétales, on parlait de la bougie, là, comme on vient de voir. On a parlé de l'argile et puis il y a aussi les pierres chaudes. Alors, comment ça se passe pour un massage justement à la pierre chaude? Ça m'intrigue un peu. T'as mal, ça fait chaud dans le dos ou c'est comment? Écoute, moi, j'ai jamais essayé, mais bon, comme le nom l'indique, eh bien, c'est un massage qui s'effectue à l'aide de pierres volcaniques et aussi d'huile essentielle. Alors, en fait, on prend on combine l'effet de la chaleur des galets, des huiles et aussi de la pression qui est réalisée justement par le masseur. Et puis tout ça, ensemble, ça permet de calmer en fait des problèmes physiques et puis aussi certains troubles qui sont liés au stress. Alors, comment ça se passe? Eh bien, le patient, il est allongé sur le ventre et puis les pierres, on les pose tout au long de la colonne vertébrale, voilà, sur le dos. Et puis, il y a des points d'énergie précis. Donc, le masseur, il pose en fait les pierres sur des points précis. Et puis, voilà, ensuite, voilà, il fait son massage du dos. Il a des techniques de friction et de pression. Voilà, bon, j'espère que ça t'a donné envie d'essayer. Ça me donne envie, je vais essayer de voir, je vais me renseigner pour pouvoir faire un petit massage. Tu m'appelles si tu tentes l'expérience. Sinon, je t'accompagne. Je vais essayer sur ton dos. Non, je t'accompagne, je te laisse essayer avant. Ok, merci Anna, et puis on se revoit la semaine prochaine. Et puis bon week-end, et bon week-end à vous aussi. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Lise, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le portrait d'un groupe de musique bien connu du Nord et du Sud puisqu'il donne des concerts partout sur le territoire. Il s'agit du groupe Fuego Gitano. Olé, du flamenco, alors ça va bouger. Et oui, c'est bien ça. Du flamenco, de la rumba, de la musique gitane, la musique un peu de ce que joue, du même style de ce que jouent les Gypsy Kings. Et donc c'est la musique de leur cœur. C'est aussi une histoire de famille puisque le beau-père de Doulen, le leader du groupe,
groupe n'est autre que Manitas de Plata, qui malheureusement nous a quittés en novembre l'année dernière. Donc littéralement, Manitas de Plata signifie petite main d'argent, de son vrai nom Ricardo Baliardo, et c'était donc un guitariste français gitan de renom. Il est l'artiste du monde flamenco, toutes tendances confondues, qui aura le plus vendu d'albums dans le monde entier, à savoir pas moins de 93 millions d'albums. D'accord, donc c'était une vraie star internationale. Et oui, une énorme star, c'est tout à fait ça. Alors lui, le gitan illettré qui ne savait pas lire une note de musique, a conquis le monde entier. En 64, un soir de corrida, par exemple, à Arles, c'est Pablo Picasso, après l'avoir entendu, qui a dit de lui « il vaut plus cher que moi ». Voilà, ça c'est pour donner un exemple. En décembre 65, un manager américain le fait jouer également sur une scène du prestigieux Carnegie Hall, sur la scène du prestigieux Carnegie Hall à New York, une salle de concert. Et puis c'était aussi un ami de Salvador Dali qui a dit de lui à chaque fois que Manitas joue, les pompiers prennent feu. Voilà, donc à partir de 67, Manitas de Plata ne cesse de sortir des disques et parcourt le monde entier entouré de sa tribu et de sa famille. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de les voir à l'hôtel Thiers de Pointe-Nimier, franchement. Alors ça c'est le groupe Fuegoritano, voilà, donc c'est Doulen, pardon. J'ai parlé du groupe. Voilà, Doulen qui est donc avec la fille de Manitas de Plata. Donc je les ai rencontrés effectivement, à la base c'était un duo qui est composé donc de Doulen Batista et de son fils Joemi, qu'on va voir dans le sujet qui va suivre. Donc au début c'était un duo et puis ça s'est étoffé, mais il va nous en parler directement. Je suis allée les voir en répétition et en enregistrement en studio. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Fuegoritano, on regarde. Se sont enfermés. Les hommes fument trop et sont perdus dans leurs pensées. La vieille a juré les morts que tout était parfait. Les guitares d'accordés chantent l'honneur et la fierté. Je ne peux pas venir ce soir. Fuegoritano, à la base, c'est un groupe, donc c'est un duo d'abord, un duo de musiciens que j'ai avec mon fils depuis à peu près 15-17 ans maintenant. Il a commencé à jouer avec moi j'avais 9 ans. Et donc quand on est arrivé ici, on a commencé à jouer, il a m'accompagné dans les bars, surtout dans les restaurants. Et puis Fuegoritano s'est monté comme ça, et puis au fur et à mesure, il y a un batteur, un bassiste qui sont arrivés, et puis on a formé un peu plus Fuegoritano version un peu plus complète, quoi. Notre style en fait, c'est une fusion, c'est un petit peu la fusion entre la rumba camarguaise, la rumba de chez moi, et le flamenco traditionnel. On a fait un mélange de ça, et on n'a pas inventé grand chose, parce que les anciens, c'est eux qui nous ont montré la voie. Mon père, le grand-père de Joemi, il faisait du flamenco, mais version un peu plus moderne, on va dire. Et nous, après, on prend ça et puis on agrémente des sonorités nouvelles. Et c'est ce qui fait notre force aussi, quoi. C'est qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on faisait il y a 150 ans, on prolonge. Mais il faut garder les racines surtout, parce que sinon, ça ne ressemble à rien, quoi. Et c'est ça, Fuegoritano, c'est garder les racines et aller de l'avant. Mais toujours savoir d'où on vient. Ne t'éloigne pas du Seigneur, n'oublie pas d'où tu viens. Ton passé est ta force, ne jette rien et poursuis ton chemin. C'est les racines, on a choisi ce style de musique sans le choisir. C'est le style qui nous a choisi, c'est notre sang qui nous a choisi de jouer ça. Après, on est ouvert à tout. On est ouvert à tout, on s'est même lancé dans le disco à un moment donné, mais toujours en gardant notre rythmique, quoi. On garde ça, mais c'est vrai que comme notre musique, on ne sait pas ce qu'on fait réellement. Au niveau notes, tout ça, on ne connaît pas les notes, on ne sait pas lire la musique, on ne sait pas lire tout ça.
Donc du coup, on fait comme on l'a appris, comme on l'entend, comme on le ressent. Et c'est pour ça que je vais jouer un morceau pendant 17 ans, mais ça ne sera jamais le même, quoi. Il y aura toujours le truc du moment, quoi. On n'est pas des métronomes, ce qui manque un petit peu des fois, ce qu'il faut, mais voilà, c'est ce qu'on a appris depuis toujours, quoi. Ben, dans le groupe, il est composé de plusieurs personnes, en fait. C'est selon ce qu'on demande, etc. Mais la totalité du groupe, il y a mon fils, Joemi, guitare solo. Il y a Dan, qui est joueur de basse. Il y a Sam, qui est donc à la batterie. Et ensuite, moi, j'ai également Carlos, qui est un chanteur de flamenco en espagnol. Carlos Soto. Et Cristina, qui m'accompagne donc dans les shows, à la danse. Et qui est là depuis peu, mais qui a monté son école, tout. Et donc voilà. Donc en tout, je ne sais plus combien on est là, mais ça fait pas mal de monde. Et selon les soirées, on est tous ou on n'est que 2. Voilà. Mais tout ça, c'est la même famille. On répète à Dumbéa, à la maison de quartier de Dumbéa. On a un créneau là-bas chaque semaine. Et puis, comme je dis souvent, on répète aussi à la gitane. C'est-à-dire qu'on va dans le concert et puis on envoie. Quand on n'a pas le temps, les gens n'y voient rien. Pour eux, c'est impeccable. Pour nous, on sent qu'il y a un petit truc. Mais à chaque fois qu'on joue, on améliore. Et la scène, c'est une salle de répète grande ouverte. En fait, on fait des concerts un petit peu partout. Parce que notre musique, elle est universelle. On ne s'arrête pas à des bars de Nouméa ou à un grand hôtel de Tahiti ou à Nakamal ou Vanuatu. Voilà, dans tous ces endroits-là, on peut jouer dans des endroits prestigieux, comme des endroits qui pourraient penser que ça l'est moins, mais au contraire. Donc on est ouvert à tout, on joue partout parce que notre musique, elle est acceptée de partout. On est respectueux de ce qu'on fait et quand on nous respecte, on va dans les endroits partout. Donc du coup, il n'y a pas de frontières. Je crois que c'est une musique qui a sans frontières. Voilà, on peut dire ça, c'est une musique sans frontières. C'est pour ça qu'on peut me retrouver dans le nord de la Calédonie, comme dans le sud, à l'ouest, n'importe où. Les projets de Fuego Gitano cette année, en 2015, il y en a pas mal, quoi. Il y en a surtout 2. Il y en a un, c'est donc l'enregistrement de l'album. On a déjà enregistré un premier morceau. Et donc le petit bébé, on a envie que ça sorte pour un petit single, je pense qu'il va sortir au mois de juin. Et l'album entier pour les fêtes. On s'y prend tranquille, on n'a pas de timing, rien du tout. On y va tranquillement. Donc ça, c'est le projet, c'est une concrétisation. On essaye de faire quelque chose de propre. On y va tranquille. Et le deuxième projet, en fait, c'est pas réellement un projet, mais c'est une continuité. C'est toujours essayer de faire mieux. C'est-à-dire qu'avec Cristina et son école, avec Carlos et mes musiciens, on essaye de proposer quelque chose de cohérent, de quelque chose de beau. Donc on est sans cesse à la recherche de s'améliorer. On essaye de toujours s'améliorer. On n'est pas des stars, on ne se prend pas la tête, quoi que ce soit. Mais par contre, chacun dans sa partie essaye de faire le mieux possible. Et le projet, c'est un projet depuis toujours, c'est de toujours faire mieux. Voilà. Alors, je m'appelle Joemi Batista, j'ai 26 ans, je suis le fils de Doulen, je joue dans le groupe de Fuego Gitano, je suis soliste dans le groupe de Fuego Gitano. Je joue avec mon père, déjà c'est lui qui m'a appris l'accompagnement de la guitare. C'est une passion beaucoup de la guitare avec lui, donc on s'est réunis bien ensemble. Et avec mon père, c'est très facile de jouer avec lui, c'est très facile. C'est super cool. Parce qu'on se connaît depuis toujours. Donc avec lui, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'heures de répétition, tout ça. On joue comme on a envie et c'est super cool de jouer avec son père. Et jouer avec son fils, c'est un privilège.
c'est un privilège. On n'a pas à discuter, on ne parle pas à rien. Je ne sais pas comment font les autres, quoi. Parce que c'est vrai que quand on a ça en nous depuis toujours et qu'on voit que ces enfants suivent le même chemin, parce que j'ai un autre fils et une autre fille. Je vois mon autre fils Esteban, lui il est sur la percussion, sur la batterie. Et là il commence à se mettre à la guitare, donc du coup il s'accompagne déjà à la guitare et il joue avec son frère. Et donc non, c'est une grande satisfaction, c'est un privilège. Un privilège. Eh bien, on leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. Et leur album, il sort cette année, hein, c'est ça? Oui, Élise. Alors, le single d'abord qui est prévu mi-avril. Et puis, leur premier album, Fuego Gitano, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et puis, pourquoi pas les recevoir en plateau. Ils nous en parleront directement. Bah oui, pourquoi pas faire un petit live ici pour NCTV. Donc, ils viendront justement nous en parler de cet album. En attendant, nous, on poursuit avec l'actualité culturelle. Oui, alors on commence avec des spectacles. On commence avec le classique mais incontournable match d'impro, la rencontre entre des équipes de comédiens et de comédiennes qui s'affrontent en improvisation sur des thèmes tirés au sort depuis 1999. Cette prestation sans filet, cette jonglerie du corps et des mots continue de surprendre petits et grands. Donc ce rendez-vous populaire reste un des favoris des comédiens et comédiennes de Pacifique et compagnie. Vous allez pouvoir voir l'affiche qui va s'afficher sur votre écran. Et puis c'est aussi un moment préféré du public calédonien qui pourra donc les retrouver dès aujourd'hui à la place des Cocotiers à 20h. Et on enchaîne avec un autre spectacle, mais cette fois sur l'eau. Oui, alors vous vous souvenez tous de La Loupiote, ce voilier spectacle qui était arrivé sur le territoire l'année dernière et que nous avions présenté donc en images. C'était dans cette même rubrique au mois de juillet 2014. Et bien après une tournée amarrée et sur la côte est, Delphine et Franck Rabillier, les navigartistes comme ils s'appellent, repartent pour leur tour du monde. Mais avant ça, La Loupiote donnera une dernière série de représentations à Nouméa. Alors ils présenteront à son bord leurs deux spectacles, mêlant cirque, danse et théâtre. Donc le premier spectacle, c'est Les Navigateurs, un spectacle humoristique inspiré du cinéma muet. Et le deuxième spectacle, Entre il et elle, un spectacle plus poétique. Mais il y aura également un troisième spectacle, cette fois-ci, 2 numéros de cordes présentés par Stéphanie Duletti, une passionnée d'acrobatie aérienne rencontrée au cours d'une de leurs escales au Mexique. Voilà, donc ces représentations auront lieu à Port-Moselle la semaine prochaine, du jeudi 19 au samedi 21 mars.
mars. Et puis la semaine suivante aussi, du jeudi 26 au samedi 28 à 17h, 18h45 et 19h. Voilà, j'espère que vous avez noté les dates et le rendez-vous. Et on prend la mer, nous aussi, donc, puisqu'on va à l'île de Pin, Chloé. Et oui, Elise, parce que c'est là-bas que le chapiteau a décidé de planter sa désormais célèbre toile orange du 19 au 29 mars. Au programme de la danse, du théâtre, les arts de rue, les arts mêlés et des ateliers vous seront proposés avec pour commencer Pay Iwetch, spectacle mêlant danse et théâtre présenté par la compagnie Nian. Ce sera donc jeudi prochain, 19 mars à 19h. Et puis le lendemain, la compagnie Néané aura le plaisir de vous présenter Nous serons les premiers, un spectacle qui allie le théâtre et la vidéo. Voilà, donc il y a encore plein de spectacles programmés sous le chapiteau jusqu'au 29 mars, je le disais, donc à l'île des Pins. Et puis il y aura également des représentations scolaires. Je rappelle aussi que le chapiteau maintient cette année encore son principe de gratuité pour tous, alors profitez-en. C'est vrai, allez, les gens d'Île des Pins, faut profiter. Et on va au Mont d'Or, Chloé, pour un concert. Oui, suite à la sortie récente de leur tout nouvel album Otoñando, le duo formé par le poète slammer Laurent Autogali et le musicien Stéphane Fernandez donnera 2 concerts les vendredis 20 à 20h et samedi 21 mars à 18h au Centre culturel du Mont d'Or. L'occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir les classiques du groupe et puis de nouveaux morceaux inédits. Et une info concernant d'autres 2 concerts plutôt qui étaient prévus en province Nord. Alors oui, Élise, suite au drame qui s'est produit dans la commune de Koné il y a 2 semaines, la mairie a pris la décision d'annuler les manifestations publiques sur une durée de 3 mois. Et par conséquent, les concerts de David Ince, leader de Steel Pulse et de Raging Fire, seront reprogrammés à Nouméa et n'auront pas lieu donc à Koné. C'est des concerts que j'avais annoncés la semaine dernière dans ma rubrique. Voilà, donc la reprogrammation est prévue à Nouméa. Voilà, toutes nos pensées vont vers les proches de la victime. Et maintenant, Chloé, on continue avec les expositions. Oui, alors depuis jeudi dernier, vous avez la possibilité de venir découvrir Akout. Akout, c'est la première exposition personnelle du graphiste et illustrateur Michael Husser, qui, je dois dire, a un talent incroyable, en partenariat donc avec la Maison du Livre. Ça se passe à la Maison Cellière, au Faubourg Blanchot. Alors cette expo, c'est une adaptation personnelle des motifs, des gravures sur bambou, comme les gravures qu'on connaît. Et puis, c'est des formes aussi, une adaptation des formes représentées dans l'art kanak. Donc, ces œuvres et créations littéraires aussi, originales, vont se mélanger lors de cette exposition, un petit peu comme les motifs traditionnels et puis l'illustration contemporaine. Donc, l'objectif est aussi de souligner en fait l'importance de l'illustration dans le monde de l'édition et puis ses relations avec l'écriture. Donc, cet artiste, Michael Husser, vous présentera donc le fruit de son travail artistique tout au long du mois de mars jusqu'au 6 avril. Ça se passe à la Maison Cellière, une exposition qui se déplacera ensuite sur tout le territoire, une exposition à ne surtout pas rater. Voilà, en tout cas, ça a l'air sympa. Je pense que je vais y aller avant le 6 avril. Et maintenant, on continue donc avec une autre exposition qui a lieu en province Nord à Koné. Oui, vous le savez, c'est l'ouverture de la saison culturelle, un petit peu partout. Et donc, elle s'est faite aussi au Centre culturel provincial de Pomemi à Koné. À cette occasion, en partenariat avec le Centre culturel Chibaou, c'est l'exposition sur l'art de la vannerie, Knamaken, peau et contenant de vie, qui est proposée au public jusqu'au 22 mai. Une exposition sur le tressage, patrimoine vivant transmis de génération en génération, qui avait été présentée en fin d'année dernière au Centre culturel Chibaou. Donc l'art de la vannerie se transforme, les objets changent de forme, de matériaux, de contexte, et ils illustrent la complexité du monde contemporain tout en résistant à la production et à la consommation de masse. L'exposition promeut donc cette pratique à travers la présentation d'une approche artistique et contemporaine de ce savoir-faire, tout en valorisant également la place du tressage et de la vannerie au quotidien. Voilà, et cette fois-ci, on va du côté de Nouméa pour une expo photo. Voilà, donc la galerie La Belle Image propose une nouvelle exposition permanente, une série de grands formats de plusieurs photographes calédoniens, sélectionnés parmi les 4000 photographies en stock à la galerie. De très belles images aériennes et sous-marines côtoient de beaux paysages ou des photographies abstraites. Donc c'est à découvrir du 2 au 31 mars 2015 à la galerie La Belle Image. Et on finit avec une autre expo qui se déroule à la DZ Galerie. Contraste, c'est une exposition
exposition d'œuvres venues des 4 coins de la Mélanésie. Contraste entre le noir et le blanc, la ligne la courbe, le trait précis et angulaire et le sfumato léger évoquant la brume, l'oiseau et le poisson, le ciel et la terre contrastent aussi dans la lumière. Il s'agit là d'associer des peintures aborigènes et d'Océanie, tout en noir et blanc, avec des objets de prestige, donc blancs. Enfin, ce sont des peintures noires qui sont associées à des objets de prestige blancs, ou en barava. Alors le barava, c'est des pièces qui sont taillées donc, dans des plaques de bénitier fossilisées qui proviennent particulièrement des îles Salomon. Pardon. Voilà, donc absolument tout est contraste dans cette exposition qui est visible à la DZ Galerie jusqu'au 25 mars. Merci Chloé et on te retrouve donc la semaine prochaine. Avec plaisir Élise. Bon week-end à tous, merci. Quant à nous, on retrouve Mara pour notre rubrique La Science et nous. Salut Mara. Salut Élise, salut à tous. César est un jeune chimpanzé qui a une particularité. Il a été le cobaye d'un traitement révolutionnaire pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, traitement qui lui a conféré une intelligence surdéveloppée. Plus tard, trahi par les humains, il va utiliser ses connaissances de la nature humaine et ses capacités à anticiper les réactions des hommes pour mener une rébellion et se hisser, lui et son espèce, au sommet de notre planète. Mais c'est le pitch de la planète des singes, les origines que tu nous fais là. Oui Élise, c'est bien, tu ne t'es pas laissé duper, c'est bien d'une fiction dont il s'agit. Mais si cette histoire a eu autant de succès et qu'elle nous a tous autant touchés, eh bien c'est certainement parce qu'elle accorde aux animaux la conscience de leur propre existence et de celle des êtres qui les entourent. Or, depuis toujours, cette capacité est considérée comme étant le propre de l'homme. La compassion pour son prochain, la capacité à comprendre les émotions des autres, tout ça, ce sont des choses qui seraient inaccessibles aux animaux. Mais ça fait le débat en tout cas. Alors, comment est-ce qu'on pourrait en être sûr? Déjà, qu'est-ce que la conscience de soi? Qu'est-ce que la conscience des autres? Alors ça, ce sont des sujets plutôt philosophiques. On pourrait en discuter pendant des heures, mais au niveau comportemental, on peut définir la conscience de soi comme étant la capacité qui permet de se rendre compte de sa propre existence, de ses sensations, de ses émotions, de ses actes, de ses sentiments. Et par extension, la conscience de l'autre, c'est la capacité à pouvoir concevoir qu'un autre individu ait la capacité aussi d'avoir des sentiments, percevoir l'environnement, être ému, etc. C'est la conscience de l'autre qui me permet d'interpréter que ma chronique t'ennuie, par exemple, si je vois que tes yeux se ferment progressivement. C'est clair que ça m'ennuie. Non, je plaisante, ça m'ennuie pas. Mais oui, je vois la capacité justement à comprendre l'autre. En gros, on peut dire ça. Hein. Oui, en tout cas, à essayer de le comprendre. Et toutes ces aptitudes sont indispensables à la vie en société, en tout cas en termes de compréhension des réactions. C'est ce qu'on peut appeler l'intelligence sociale, qui pourrait donc exister chez toutes les espèces qui vivent en société un minimum complexe. Et donc, pas uniquement chez les hommes, il y a aussi d'autres animaux qui vivent en société. Et oui, notamment justement les chimpanzés. Il y a eu des expériences, beaucoup, qui ont révélé que les chimpanzés possèdent une conscience importante des autres, des expériences qui ont été effectuées suite à des observations dans les années 70 de scènes d'empathie, de consolation au sein d'un groupe de chimpanzés. Bon, le fait que des animaux ont une conscience de l'autre, ça c'est un fait acquis, du moins pour les animaux qui vivent en société complexe. Oui, et si ces animaux ont conscience des états mentaux des autres animaux, ont-ils conscience également d'eux-mêmes? Ont-ils une conscience de soi? C'est la question qu'on se pose automatiquement. Et justement, comment le savoir? Déjà que pour nous qui sommes doués de parole, c'est quelque chose, on va dire, de difficile à expliquer. Alors pour les animaux, ça doit pas être facile. À ce jour, c'est pas facile du tout. Alors, à ce jour, le moyen le plus simple pour mettre en évidence cette conscience de soi chez les animaux, qui bien sûr ne peuvent pas s'exprimer comme nous, eh bien c'est le fameux test de la tâche. Il a été mis au point à la fin des années 70 par le docteur Gordon Gallup. Alors le principe de base est simple, ça consiste à dessiner une marque en fait sur une zone que le sujet ne peut pas voir sur lui-même, comme par exemple le front ou le menton. Et on fait ça pendant qu'ils sont endormis, on attend le réveil et ensuite on observe le comportement du sujet quand on le place devant un miroir. Et pour les chimpanzés justement, ça donne quoi? Alors pour les chimpanzés, ils se mettent, quand ils se réveillent et qu'ils se voient dans le miroir, ils se mettent à inspecter avec attention la tâche qu'ils ont sur eux. Comme nous, par exemple, on scruterait l'apparition d'une ride sur notre front quand on se regarde dans le miroir. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'ils se sont reconnus dans leur reflet. Ils n'ont pas cru que c'était un autre chimpanzé. Ils se sont même mis à examiner d'autres parties de leur corps, comme par exemple leur arrière-train, comme quoi c'est pas une préoccupation réservée aux humains. Bref, pour le docteur Gallup, cette reconnaissance de soi dans le miroir est la
preuve, en tout cas une forme rudimentaire d'une certaine conscience de soi. Et est-ce que d'autres animaux ont été justement soumis à ce test? Oui, beaucoup d'autres espèces ont passé ce test et parmi ceux qui l'ont brillamment réussi, on retrouve les grands singes, les éléphants, les dauphins, les pies et même une orque qui a essayé d'effacer la tâche en se frottant sur les bords du bassin. Donc ça veut dire que ces animaux ont conscience d'eux-mêmes, mais que ceux qui ratent justement le test n'en ont pas. Justement, c'est là que ce n'est pas si simple. Après tout, si chez la plupart des animaux, cette faculté n'est pas innée, ne pourrait-elle pas s'apprendre? En tout cas, c'est ce qu'a voulu tester Gong Nang de l'Académie des sciences de Shanghai. Il a voulu tester ça auprès de singes rhésus, des singes qui ne se reconnaissent pas d'habitude dans le miroir. Ils perçoivent des congénères, voire des adversaires, mais en tout cas, pas leur reflet. Mais en pointant un laser sur leur visage et en leur apprenant à poser leurs mains sur cette tache lumineuse, les singes finissent par comprendre que l'image renvoyée par le miroir correspond à leur propre corps. Donc des singes qui rataient le test du miroir ont appris justement à le réussir. C'est bien ça. Et c'est cette notion d'apprentissage qui est importante. Et oui, pour les chercheurs, ce sont des résultats qui sont prometteurs dans le sens où ils montrent que les bases de la reconnaissance de soi existent, même si ce n'est pas quelque chose qui est mis en œuvre naturellement. Et chez certaines personnes qui ont des difficultés à se reconnaître, telles que les autistes, les malades d'Alzheimer ou les schizophrènes, un apprentissage pourrait être envisagé pour corriger ce déficit. On regarde quand les singes se reconnaissent dans le miroir. C'est parti. Et si la vanité n'était pas qu'une faiblesse typiquement humaine? Comme les humains et les grands singes, ces singes rhésus peuvent en effet se reconnaître dans le miroir. D'après une récente recherche de l'Académie des sciences de Shanghai, bien que ces singes ne reconnaissent pas spontanément leur propre reflet, ils apprennent rapidement à le faire. Le directeur de recherche Gong Nang explique que c'est la première fois que les singes ont réussi ce test capital. Nous peignons une marque sur le visage du singe qui est indétectable et sans odeur. Le singe ne sait pas qu'elle est là, mais il peut la voir quand il se regarde dans le miroir. Comme nous autres humains, quand nous voyons que notre visage est sale dans le miroir, nous utilisons nos mains pour arranger ce qui est sale. L'équipe de recherche de Gong a utilisé 3 tests pour former les singes rhésus. Un engin laser suffisamment puissant pour irriter le singe projette un point rouge sur son visage. Puis un laser moins puissant projette un point rouge sans irritation. Enfin, une marque est posée sur son visage qui peut seulement être vue dans le miroir. Après plusieurs semaines d'entraînement, les singes ont appris à toucher le point laser ou la marque peinte en se regardant dans le miroir, montrant qu'ils se reconnaissent bel et bien. Il s'agit de la première étude à produire de tels résultats. Gong espère que cela permettra d'aider les personnes qui ont perdu leur capacité à reconnaître leur reflet dans un miroir. Cliniquement, 1/5 des enfants atteints d'autisme ne peuvent pas se reconnaître dans un miroir. Par ailleurs, les adultes atteints de handicaps mentaux, de démence ou de maladies mentales ont aussi du mal à se reconnaître. Notre recherche offre donc une méthode qui peut les aider à regagner cette capacité. Mais personnellement, je pense qu'on en est loin. Plusieurs scientifiques ont toutefois des doutes sur la réelle conscience de soi que cette expérience est censée prouver. Une chose est sûre cependant, elle ouvre des pistes nouvelles aux chercheurs. Et oui, la conscience de soi est une notion compliquée à étudier. Il est difficile de savoir si les animaux sont conscients de ce qu'ils font, de leurs émotions, de leurs connaissances, ou si leurs comportements sont simplement des actes instinctifs ou bien qui résultent d'apprentissage. Et chez le meilleur ami de l'homme, le chien, qu'est-ce qu'on sait en fait sur sa conscience de soi? Alors, pour le chien, peut-être que vous avez déjà essayé de placer votre compagnon à 4 pattes devant un miroir. La plupart d'entre eux vont l'ignorer totalement et d'autres vont montrer des réactions face à leur reflet qui laissent penser qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Mais pour le coup, la question mériterait plus de recherche scientifique quand même, en prenant en compte le fait que pour les chiens, l'odorat joue un rôle plus important que la vue pour la reconnaissance de leur l'identification plutôt de leur entourage. C'est vrai que ça doit changer la donne du coup. Oui. Et chez l'homme justement, comment ça se passe la conscience de soi? C'est quelque chose d'inné? Alors le bébé qui vient de naître n'est pas conscient de son existence. Il n'a pas encore acquis la conscience de soi. C'est quelque chose qui va se développer graduellement et s'installer
chez l'enfant d'après le test du miroir au cours de la 2e année de vie. Mais les mécanismes du développement du cerveau, vous le savez très bien, encore à ce jour, ça reste quelque chose de très mystérieux. Par exemple, pour les enfants atteints d'autisme, certains ont du mal à se reconnaître dans le miroir et c'est difficile à expliquer scientifiquement. Pourquoi? Peut-être qu'on en saura un peu plus d'ici peu, puisque une équipe de chercheurs a entrepris d'établir une cartographie du développement du cerveau in utero. On regarde ça en images. Depuis plusieurs années, les chercheurs s'intéressent au développement du cerveau in utero. Suivre son évolution est possible grâce aux IRM et permet aux médecins d'identifier les problèmes le plus tôt possible et de développer des thérapies adaptées. L'idée est de créer une image du développement du cerveau des bébés et des connexions qui s'y forment, notamment au cours du 3e trimestre de développement du fœtus. Utiliser l'imagerie par résonance magnétique pour suivre la connectivité cérébrale des fœtus et des nouveau-nés offre une meilleure perception des maladies neuropsychiatriques comme l'autisme. La carte du cerveau que les scientifiques sont en train de construire s'appelle Connectome. Le projet qui porte le même nom est piloté par une équipe de chercheurs du King's College à Londres. Le connectome fournira une carte pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le cerveau et nous fournir un contexte pour toutes les autres informations que nous avons. Pour le moment, nous en savons beaucoup sur la façon dont le cerveau fonctionne, sur les molécules qui s'y trouvent, la manière dont les messages sont envoyés d'une fibre nerveuse à l'autre, mais il est très difficile de mettre cela en contexte parce que nous n'avons pas de carte pour placer toutes ces informations et nous n'avons pas de carte qui évolue au fil du temps. Ce que nous allons avoir, c'est une carte à 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, dans laquelle nous pouvons placer de nouvelles informations ou d'anciennes informations que nous connaissons déjà sur le cerveau. Les scientifiques veulent construire une plateforme pour analyser l'immense quantité de données et mettre en évidence l'interaction des différentes parties du cerveau. Ils veulent trouver des modèles de connexion dans le cerveau à mesure qu'elles se produisent et les associer à des données cliniques. Pendant 5 ans, les chercheurs vont analyser des données de 1500 bébés à compter de la 23e semaine de grossesse jusqu'à l'accouchement. Nous nous intéressons à la façon dont le développement pourrait ne pas être tout à fait complet, comment le cerveau pourrait se développer anormalement et provoquer des problèmes de compréhension ou des problèmes relationnels. Nous nous intéressons à la façon dont les enfants peuvent développer l'autisme ou un trouble de l'attention ou encore la paralysie cérébrale. Nous voulons savoir pourquoi le cerveau peut mal fonctionner et comment les connexions dans le cerveau pourraient être la cause par laquelle cela se produit. Les scientifiques compareront également la capacité des enfants à l'âge de 2 ans environ. Les chercheurs espèrent que ces analyses les renseigneront sur le développement cérébral des enfants et la façon dont se connectent les diverses régions de leur cerveau. Pour les futurs parents, c'est une avancée non négligeable. Je suis vraiment très curieuse et j'aime savoir ce qui se passe dans mon ventre. Alors avoir en plus les images pour voir ce qui se passe et comment le cerveau grandit, c'est magnifique. J'adore les échographies, cette IRM, c'est formidable. Grâce aux IRM fonctionnels, les scientifiques sont en mesure de voir quelles parties du cerveau sont activées par des peurs ou certaines addictions. Certains ont même essayé de comprendre le désir. Nous mettons en image la façon dont l'eau bouge dans le cerveau, et l'eau a tendance à faire monter et descendre les fibres nerveuses. Ces mouvements de l'eau et des fibres nous permettent de déduire où sont placées les fibres nerveuses. Nous pouvons voir comment le flux sanguin est en train de changer dans le cerveau, et lorsque le cerveau active un certain domaine, il a besoin de plus de sang. Nous pouvons ainsi déduire les changements de flux sanguin et voir quelles parties du cerveau travaillent ensemble. Avec cette méthode, nous voyons les fonctions du cerveau. Améliorer les diagnostics et les traitements, c'est tout l'enjeu de ce projet de neurosciences. C'est fou comme ils utilisent à fond leur cerveau pour justement comprendre comment il marche. Et ouais, on sait s'en servir, mais on a encore du mal à comprendre comment il fonctionne. Donc c'est un gros challenge que se sont lancés ces chercheurs et tous ceux qui planchent sur la question, mais un challenge sur lequel repose beaucoup d'espoir, notamment en ce qui concerne les maladies psychiatriques. Voilà, en tout cas, on leur souhaite bon courage à tous ces scientifiques et puis pour leur recherche. Merci Mara. Merci à toi Élise, merci à tous, un excellent week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Donc je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle quotidienne.